Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la série spéciale Noël, celle que j'ai pensée pour vous recenser les pires contes que j'ai pu trouver. Pire parce que grinçant, ironique, beaucoup trop triste ou carrément sans pitié, comme on le verra la semaine prochaine avec celui de Maupassant. Cette semaine, je dois néanmoins décerner la Palme d'Or du conte de Noël le plus triste à Hans Christian Andersen, pour son célèbre conte de La petite fille aux allumettes. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring. Si vous pensez à Hans Christian Andersen, je suis prête à parier que vous allez immédiatement penser à des contes que l'on a dû vous lire étant enfant. Le vilain petit canard, la petite sirène, ou encore, et Dieu nous garde de son adaptation Disney qui rend fou les plus saints d'esprit, La Reine des Neiges. Malgré tout, je suis aussi prête à parier que vous ignorez tout de sa vie. Et vous ignorez sans doute aussi qu'il aurait préféré être connu pour ses pièces de théâtre, ou encore qu'il a écrit La petite fille aux allumettes suite à une demande qui relevait autant d'une commande qu'une sorte de défi. Place donc à une courte biographie de cet auteur dont la renommée internationale des contes nous fait souvent oublier la vie et les excentricités de caractère. Hans Christian Andersen, donc, né en 1805 à Odense, j'avoue que je ne suis pas tout à fait certaine de la prononciation, au Danemark, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il aimera à raconter plus tard que ses grands-parents avaient été de riches paysans déchus, mais il s'agit surtout de légendes familiales qui l'enchantaient étant enfant. La réalité est moins rose, la petite maison de... Alors attention, accrochez-vous, tout comme je vais m'accrocher, Munke-Møllested. Je vous mets au défi de le dire après quelques verres de je ne sais quelle boisson que vous boirez pendant les fêtes. Donc la maison de Munke-Møllested est minuscule, sombre, humide. Mais l'imagination du jeune Hans Christian, pour sa part, est immense. Son père est un cordonnier idéaliste et rêveur parti guerroyer lors des campagnes napoléoniennes et lui transmet l'amour des histoires. Sa mère, Anne-Marie, ancienne domestique devenue blanchisseuse, s'efforce de maintenir le foyer tant bien que mal. Leur pauvreté est extrême et sa grand-mère était quand même obligée d'aller mendier dans la rue, mais le jeune garçon s'évade déjà dans les livres, les mots et les marionnettes. Dans sa petite chambre, il fabrique en effet un théâtre miniature, il coud des robes à ses poupées et il joue toutes les scènes qu'il invente dans son esprit. En 1816, la mort de son père bouleverse tout. Hans Christian a alors 11 ans et sa mère, accablée, ne peut plus contenir son caractère d'une excentricité grandissante. Renvoyé de l'école pour ses rêves démesurés et surtout pour avoir dessiné un château jugé un peu trop étrange. À 13 ans, il décide fermement que le théâtre constituera toute sa vie, il refuse l'apprentissage que sa mère lui propose et il rêve de devenir chanteur, acteur, bref, célèbre. On le voit, il a déjà tout d'une petite diva, il lira Shakespeare sans relâche, rédigera ses premières petites pièces et se persuade surtout qu'il est destiné à un destin exceptionnel. Et c'est là où on peut se poser la question, du coup, de la prophétie autoréalisatrice, des personnes dont l'ego est relativement surdimensionné. Enfin bon, ceci est une petite aparté, je reviens à nos moutons. Adolescent muni de quelques pièces, de très peu en réalité, d'une lettre d'introduction et d'un courage un peu fou, il part tout seul pour Copenhague. C'est en 1819. À peine arrivé, il tombe au milieu d'émeutes antisémites, première scène dramatique d'une vie qui en comptera tout de même beaucoup. Le théâtre royal le rejette, certes, mais sa voix, quant à elle, elle plaît. Le ténor italien Giuseppe Siboni lui offre des cours gratuits. Et d'autres mécènes suivent, charmés autant par son talent que par son côté excentrique. Andersen récite des poèmes de remerciement à quiconque l'aide, habitude qui amuse et qui parfois, j'imagine, a dû agacer également. En 1822, l'influent Jonas Collin, touché par ce jeune garçon un peu maigre, maladroit, exalté, obtiendra pour lui une bourse du roi Frédéric VI pour qu'il puisse étudier. Andersen est alors envoyé au collège de Slagelse, où il a 17 ans parmi des enfants de 12. Ce qui était en réalité une belle opportunité se transforme pour lui en humiliation terrible, car sous la férule du directeur Meisling, il est traité très durement. Ces années le marqueront profondément et il s'en inspirera assez régulièrement pour ses portraits de méchants maîtres d'école. Entre 1827 et 1829, c'est l'époque de ses premiers textes, ses premiers vrais textes, puisqu'à la fin de ses études, il rencontre Johann Ludwig Heiberg,
figure majeure du monde littéraire danois, qui accepte de publier quelques-uns de ses poèmes. Et Andersen écrit également son premier récit de voyage, Voyage à pied à Amager. Il le publie à compte d'auteur et c'est un succès immédiat puisque son humour baroque et sa fantaisie rappellent Hoffmann, c'est d'ailleurs normal étant donné que c'était un auteur qu'il admirait beaucoup. En 1829, il publie aussi une farce qui, pour le coup, fait un fiasco monumental, mais, comme on le dirait aujourd'hui, il fait un bad buzz et la critique commence à parler de lui, parfois pour s'en moquer, parfois pour le célébrer. Sa sensibilité extrême, son narcissisme complètement déluré, sa théâtralité exagérée deviennent des sujets de raillerie autant que de fascination. Bref, Hans Christian Andersen commence à devenir un personnage qui a une certaine notoriété. De 1830 à 1833, eh bien, il connaît les premières blessures sentimentales et, du coup, effectue également ses premiers grands voyages. Il tombe amoureux d'une jeune demoiselle, Riborg Voigt, qui est déjà fiancée. Sa peine est vive, la poésie abonde, et donc, lui, en hypersensible, en diva, je l'ai déjà dit, il dramatise tout, et ses amis se disent que on va faire une petite pause sur justement ces différentes tragédies, et on va l'envoyer un petit peu à l'étranger, ça lui fera du bien. Il commence donc à voyager en Allemagne, vers Berlin, dans les montagnes du Harz, et ces périples nourrissent évidemment ses récits. En 1833, grâce à une nouvelle aide de Jonas Collin, mais qui a sans doute aussi voulu un petit peu se débarrasser de lui, il entreprend un long voyage en Europe. Et à Paris, il va rencontrer Heinrich Heine, Balzac, Lamartine, Cherubini, puis en Suisse, et enfin, il fera une escale en Italie, où naîtra une grande fascination pour Florence, Naples, Rome. Et il en rapportera son premier grand succès international, L'Improvisateur, en 1835. En 1835 et jusqu'en 1837, il publie ses premiers contes de fées. La petite sirène, la princesse au petit pois, la petite poussette. Or, ce qui est aujourd'hui son œuvre la plus connue est à l'époque à nouveau un immense fiasco. L'accueil danois est glacial, parfois même cruel. On va lui reprocher un manque de morale, d'élégance, de sérieux, on va trouver ça simpliste, tiré par les cheveux. Et puis en même temps, il faut aussi se remettre dans le contexte, à savoir que ces contes de fées en réalité n'existaient plus et n'étaient pas du tout, leur place dans la critique n'était pas assurée. Mais bon, Andersen continue, convaincu qu'il tient là quelque chose d'essentiel. Et ça va porter ses fruits, puisque entre 1840 et 1846, au cours de nombreux voyages en Turquie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, il va devenir finalement une star à l'étranger. En Allemagne notamment, le roi de Prusse lui décerne l'ordre de l'Aigle Rouge, tandis qu'en Angleterre, il rencontrera Charles Dickens et deviendra le dandy de la saison. En France, il continue à fréquenter Dumas, Heine, Balzac. Il fascine l'Europe donc du coup par son espèce d'étrangeté douce, son besoin d'être aimé, sa personnalité un peu lunaire, qui oscille toujours entre le génie et la maladresse. Mais au Danemark, sa patrie, on continue à se moquer de lui et on dit qu'il voyage seulement pour chercher la gloire. Andersen souffre de ce manque de reconnaissance, qu'il a peut-être un peu exagéré tout de même dans ses écrits, mais il poursuit sa route. Entre les années 42 et 45, 1800 bien sûr, c'est une époque prolifique pour son écriture de contes. Il écrit notamment le fameux Vilain petit canard, qui est en réalité une parabole relativement transparente de sa propre vie, avec ce jeune garçon pauvre, moqué, humilié, qui deviendra à la fin un signe admiré partout dans le monde, sauf, et c'est là que c'est le plus cuisant évidemment, sauf dans son propre pays. Viennent ensuite La Reine des Neiges, Le Rossignol, La Petite Fille aux Allumettes. Son univers n'est pas seulement féerique, il est mélancolique, symbolique, introspectif. Et sous Les Animaux et les Princesses, Andersen sait raconter l'enfance humiliée, la solitude et la différence que l'on vit parfois et que l'on vit comme une très profonde blessure dans ses jeunes années. Enfin, en 1860, c'est une réparation magnifique qui se produit pour lui, puisque le roi danois Christian IX le reçoit enfin comme un membre de sa famille, et Andersen deviendra même le conteur officiel des enfants royaux. Il savoure cette revanche, lui, l'enfant pauvre méprisé, est désormais le Danois le plus célèbre de son vivant. En 1868 et jusqu'en 1875, ses œuvres complètes sont publiées en 34 volumes. Il écrit encore, mais plus lentement, puisque sa santé décline. Il continue de voyager, de fréquenter les salons européens, où ses manières singulières et son excentrisme, font toujours effet. Notre diva vieillit, et Hans Christian Andersen meurt à Copenhague le 4 août 1875 à 70 ans. Son autobiographie s'ouvre d'ailleurs sur ces mots « Ma vie est un beau conte de fées ». Et quelque part, c'est plutôt vrai. Une vie où la douleur et la pauvreté ont donné naissance à un imaginaire universel, lumineux et fragile, qui continue de rayonner finalement pour chaque nouvelle enfance et à chaque Noël.
Maintenant que l'on a vu un petit peu de plus près qui était Hans Christian Andersen, mais avant de passer à la lecture de La petite fille aux allumettes, permettez-moi juste de replacer le contexte de sa naissance, car voyez-vous, ce conte a une histoire tout de même particulière. Puisque, le 18 novembre 1845, alors qu'Andersen est l'hôte du duc d'Augustenborg et vit finalement dans une extrême abondance, une espèce de vie de château, il reçoit une lettre d'un éditeur qui lui prie d'écrire un conte, mais à partir d'une des 3 illustrations qu'il joint à sa missive. Sur l'une d'elles, un motif qui fait immédiatement écho dans l'esprit de Hans Christian Andersen, puisqu'il s'agit d'une gravure sur bois représentant une petite fille tenant un paquet d'allumettes soufrées. Cette petite fille lui rappelle non seulement le contraste avec la vie princière qu'il mène actuellement et sa pauvreté d'où il vient, mais surtout la misérable vie de sa grand-mère quand elle était enfant et qu'on avait envoyé mendier, qui avait passé toute une journée sous un pont sans manger. C'est un épisode qu'il avait déjà traité dans Le Sanglier de bronze, mais il le reprend en encore plus austère. Et d'ailleurs, dans la maison même qu'il habite à Odense quand il est enfant, se trouve un renfoncement avec la maison voisine, et un de ses biographes précise qu'une petite fille s'y abritait réellement. Donc finalement, La petite fille aux allumettes provient pas que de l'imagination de notre très cher Andersen. Passons donc maintenant à la lecture de Hans Christian Andersen, La petite fille aux allumettes. Il faisait atrocement froid. Il neigeait, l'obscurité du soir venait. Il faut dire que c'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid, dans cette obscurité, cette pauvre petite fille marchait dans la rue, tête nue, pieds nus. C'est-à-dire, elle avait bien mis des pantoufles en partant de chez elle, mais à quoi bon ? C'étaient des pantoufles très grandes. Sa mère les portait dernièrement, tellement elles étaient grandes. Et la petite les perdit quand elle se dépêcha de traverser la rue, au moment où 2 voitures passaient affreusement vite. Il n'y eut pas moyen de retrouver l'une des pantoufles, et l'autre, un gamin l'emporta. Il disait qu'il pourrait en faire un berceau quand il aurait des enfants. Et donc, la petite fille marchait, ses petits pieds nus, tout rouges et bleus de froid. Dans un vieux tablier, elle tenait une quantité d'allumettes et elle en avait un paquet à la main. Personne, de toute la journée, ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre skilling. Affamée, gelée, l'air lamentable, elle marchait, la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blonds, si joliment bouclés sur sa nuque. Mais assurément, elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et cela sentait si bon l'oie rôtie dans la rue. C'était la veille du jour de l'an, n'est-ce pas ? Et elle y pensait. Oh oui. Dans un coin, entre 2 maisons, dont l'une faisait un peu saillie, elle s'assit et se recroquevilla. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid, et chez elle n'osait pas rentrer, car comme elle n'avait pas vendu d'allumettes, pas reçu un seul skilling, son père la battrait, et il faisait froid à la maison aussi. Il n'avait que le toit au-dessus d'eux, le vent pénétrait en sifflant, bien qu'on eût bouché les plus grandes crevasses avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, qu'une petite allumette pourrait faire du bien. Si seulement elle osait en tirer une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Elle en tira une. Comme le feu jaillit, comme elle brûla. Ah, ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle qu'elle entoura de sa main. C'était une étrange lumière. La petite fille eut l'impression d'être assise devant un grand poêle de fer, aux boules et aux tuyaux de laiton étincelants. Le feu brûlait délicieusement, il chauffait si bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? La petite étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi. Et la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle restait, tenant à la main un petit bout de l'allumette brûlée. Elle en frotta une autre, qui brûla, qui l'éclaira, et là où la lueur tomba sur le mur, celui-ci devint transparent comme un voile. Elle voyait à l'intérieur d'une salle où la table était mise, couverte d'une nappe d'un blanc éclatant de fine porcelaine, et l'oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, exhalait un fumet délicieux. Et, chose plus magnifique encore, l'oie sauta du plat, sans vain, se dandinant sur le plancher, une fourchette et un couteau dans le dos. Elle alla jusqu'à la pauvre fille. Alors, l'allumette s'éteignit, et il n'y eut plus que le gros mur glacé. Elle en alluma encore une. Alors, elle se retrouva sous le plus splendide arbre de Noël,
Il était encore plus grand et plus décoré que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée ce Noël-là chez le riche marchand. 1000 bougies brûlées sur les branches vertes et des images bariolées comme celles qui décorent les devantures des boutiques baissaient le regard sur elle. La petite tendit les deux mains et l'allumette s'éteignit. Les nombreuses bougies de Noël montaient de plus en plus haut. Elle vit que c'étaient maintenant les claires étoiles. L'une d'elles tomba en traçant une longue raie de feu dans le ciel. « Voilà quelqu'un qui meurt, dit la petite, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui eût été bonne pour elle, mais qui était morte maintenant, avait dit « Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. » De nouveau, elle frotta une allumette contre le mur. Elle éclaira à la ronde et dans cette lueur, il y avait la vieille grand-mère, bien claire, toute brillante, douce et bénie. « Grand-mère, cria la petite, oh, emmène-moi, je sais que tu disparaîtras quand l'allumette s'éteindra. Disparaîtra comme le poêle bien chaud, la délicieuse oie rôtie et le grand arbre de Noël béni. » Et elle frotta très vite tout le reste des allumettes du paquet. Elle tenait à garder sa grand-mère. Et les allumettes brillèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais la grand-mère n'avait été si belle, si grande. Elle prit la petite fille sur son bras, et elles s'envolèrent dans cette splendeur et cette joie, bien haut, là où il n'y avait pas de froid, pas de faim, pas d'angoisse. Elles étaient auprès de Dieu. Et dans le recoin de la maison, à l'heure du matin glacé, la petite fille était assise, les joues rouges, un sourire à la bouche, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le matin du Nouvel An se leva sur le petit cadavre, assis avec ses allumettes, dont un paquet était presque entièrement brûlé. « Oh, elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un. » Personne ne sut les belles choses qu'elle avait vues, et dans quelle splendeur elle et sa grand-mère étaient entrées dans la joie de la nouvelle année. Bien, voici donc pour La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Je vous ai prévenu, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, il est quand même extrêmement triste. Je pense que j'en ai assez peu lu d'aussi émouvant, comme vous avez pu l'entendre. Et j'espère néanmoins qu'il vous a plu, qu'il vous a touché, que vous avez eu plaisir à voyager au Danemark avec moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour Maupassant. Je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche de l'Avent. Et cas échéant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et à mettre une petite note sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. À très vite!